Depuis l'enfance, Antoine était l'enfant chéri. Quand mamie m'a légué le tableau, le masque est tombé. Je m'appelle Sophie, et si je vous raconte ça aujourd'hui, c'est parce que j'ai enfin trouvé la paix. Mais il y a un an, j'étais rongée par l'amertume, la colère, la sensation d'être invisible. Tout ça à cause de ma famille, enfin, surtout à cause de mon frère Antoine et de l'aveuglement de mes parents. Depuis toujours, Antoine, c'était l'enfant prodige. Beau, brillant, charismatique. Vous voyez le tableau? Celui que toutes les mères rêvent d'avoir comme fils. Et mes parents, ils ne se privaient pas de le montrer au monde entier. Chaque réussite d'Antoine était célébrée en grande pompe. Chaque compliment était répété à l'envi. Moi, à côté, j'étais Sophie. Toi, la fille discrète, celle qui se débrouillait bien à l'école sans faire de vagues, celle qu'on oubliait un peu sur le côté. Je ne dis pas que mes parents ne m'aimaient pas. Je crois qu'ils m'aimaient à leur façon, une façon atténuée. Comme une lumière tamisée comparée au projecteur braqué sur Antoine. Ils étaient fiers de moi, oui, mais d'une fierté silencieuse, presque gênée, comme s'ils avaient peur d'éclipser la gloire de leur fils préféré. Quant à Antoine, Antoine était parfait, bien sûr. Parfait dans le rôle du grand frère protecteur et aimant en public, parfait dans celui du prince arrogant et condescendant en privé. Il avait cette capacité incroyable à charmer la galerie, à se faire aimer de tous, sauf peut-être de moi. Entre nous, il y avait une compétition larvée, un jeu malsain où il gagnait toujours, avec la bénédiction tacite de nos parents. Et puis, il y a eu mamie. Mamie, c'était mon refuge, mon îlot de douceur dans cette famille où je me sentais souvent étrangère. Elle me voyait, vraiment. Elle voyait au-delà de la façade, au-delà de l'ombre d'Antoine. Elle aimait mon calme, ma sensibilité, mon humour pince sans rire. Chez elle, dans sa vieille maison pleine de souvenirs, je pouvais enfin respirer, être moi-même, sans avoir à me comparer à mon frère, sans avoir à me battre pour exister. Mamie était une artiste, dans l'âme et dans les faits. Toute sa vie, elle avait peint, sculpté, créé. Sa maison est un véritable musée, rempli de ses œuvres, de ses trouvailles, d'objets chinés au fil de ses voyages. Parmi toutes ces merveilles, il y avait un tableau que j'aimais particulièrement. Un paysage marin aux couleurs douces et mélancoliques qui trônait au-dessus de la cheminée du salon. Je passais des heures à le contempler, à me perdre dans l'immensité de l'océan, à rêver d'horizons lointains. Mamie le savait, cet amour que j'avais pour ce tableau. Elle me racontait souvent son histoire, comment elle l'avait peint lors d'un voyage en Bretagne, un été de sa jeunesse. Elle disait que ce tableau, c'était un peu son âme, un morceau de son cœur qu'elle avait déposé sur la toile. Alors, quand mamie est décédée, il y a un an, j'ai eu le cœur brisé. C'était comme si une part de moi s'en allait avec elle. Les jours qui ont suivi ont été un brouillard de tristesse, de souvenirs, de regrets. Et puis, il y a eu la lecture du testament. On était tous réunis dans le petit bureau poussiéreux du notaire, mes parents, Antoine et sa femme, et moi. L'atmosphère était lourde, chargée d'émotions, mais aussi d'une certaine attente. Je crois que chacun se demandait ce que mamie allait laisser derrière elle, matériellement parlant. Le notaire, un homme petit et chauve avec une voix monocorde, a commencé à lire. Des formalités, des clauses, des termes juridiques. Je décrochais un peu, perdu dans mes pensées, quand j'ai entendu mon nom. À ma petite fille Sophie, je lègue. Il a marqué une pause et j'ai relevé la tête, surprise. À moi? Mamie allait me léguer quelque chose? Je lègue mon tableau intitulé Marine bretonne, celui qui se trouve actuellement dans le salon de ma maison, en témoignage de notre affection particulière et en reconnaissance de son amour pour l'art et la beauté. Le silence s'est abattu sur la pièce. Un silence épais, palpable, presque hostile. J'ai senti les regards se braquer sur moi, des regards différents. Celui de ma mère, interrogateur, celui de mon père, vaguement désapprobateur, et celui d'Antoine. Celui d'Antoine, c'était le pire. Un mélange d'incrédulité, de colère sourde et de mépris. Le tableau, a fini par lâcher Antoine, sa voix teintée d'un rictus incrédule. Sérieusement? C'est tout? J'ai senti mes joues flashing. Il y a aussi, quel bijou, a murmuré le notaire, visiblement mal à l'aise. Mais personne ne l'écoutait plus. Tous les yeux étaient rivés sur moi. Mais, ce tableau, il a de la valeur, non? A repris ma mère, son ton oscillant entre la question et l'accusation. Elle connaissait très bien la réponse.
Le tableau de mamie, c'était la pièce maîtresse de sa collection, celui qui avait été expertisé à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Mère, enfin, a explosé Antoine, se redressant sur sa chaise. C'est absurde. Pourquoi Sophie aurait hérité de ça? C'est moi l'aîné, c'est moi qui m'intéresse à l'art, c'est moi qui... Il s'est interrompu, cherchant ses mots, visiblement outré. C'est moi qui mérite ce tableau, pas elle, a-t-il finalement conclu avec un ton de voix qui ne souffrait aucune réplique. Le mérite. Ce mot-là, il résonnait douloureusement en moi. C'était le mot-clé de notre famille, celui qui justifiait tous les privilèges d'Antoine, toutes mes privations. Il méritait plus que moi toujours. Plus d'attention, plus d'argent, plus de reconnaissance. Et maintenant, il méritait même l'héritage de mamie. Antoine, calme-toi, a soufflé mon père, essayant de jouer les médiateurs comme toujours. Ce n'est qu'un tableau. Un tableau qui vaut une fortune, père, a rétorqué Antoine furieux. Et vous trouvez ça normal qu'elle hérite de ça, alors que... Il a jeté un regard dédaigneux dans ma direction. Alors qu'elle n'y connaît rien, qu'elle s'en fiche complètement. C'est faux, ai-je murmuré, ma voix à peine audible. Mais personne ne m'a entendu, ou plutôt, personne n'a voulu m'entendre. Sophie n'a pas besoin d'argent, a décrété ma mère avec un ton péremptoire. Antoine, lui, il a des projets, des responsabilités, il a besoin de ce tableau pour investir, c'est ça mon chéri. Antoine a hoché la tête avec un air satisfait. Exactement. Avec l'argent de la vente, je pourrais enfin lancer ma galerie d'art. C'est un rêve que j'ai depuis toujours. Ça, galerie d'art. Encore un de ces rêves grandioses, financés par les autres. Antoine avait toujours eu cette fâcheuse tendance à considérer l'argent des autres comme une ressource naturelle qui lui était due. Et mes parents, ils étaient toujours là pour renflouer les caisses, pour encourager ses rêves au détriment de tout le reste. Alors, c'est décidé, a conclu ma mère avec un sourire entendu. Sophie va gentiment donner le tableau à son frère. Comme ça, tout le monde sera content. N'est-ce pas, ma chérie? Elle m'a adressé un regard mielleux, plein de sous-entendus. Un regard qui disait « Tu vas faire ce qu'on te dit, n'est-ce pas? Tu ne vas pas nous décevoir, encore une fois ?» J'ai baissé les yeux, le cœur battant la chamade. Je me sentais piégée, étouffée comme toujours. Ils étaient tous contre moi, unis dans leur désir de me spolier, de me réduire à néant. Et moi, je n'avais aucune force, aucune arme pour me défendre. Je ne sais pas, ai-je balbutié, essayant de gagner du temps, de repousser l'inéluctable. J'ai besoin de réfléchir. Réfléchir à quoi? A ironisé Antoine avec un sourire narquois. Il n'y a pas à réfléchir. C'est logique, c'est normal, c'est juste. Le tableau doit revenir à celui qui le mérite le plus. Et ce n'est pas toi, Sophie. Il faut te faire une raison. Ces mots étaient comme des coups de couteau. Chaque syllabe était une humiliation, une blessure supplémentaire à mon amour-propre, déjà bien entamé. Je me suis tue, incapable de répondre, les larmes au bord des yeux. « Laisse-la tranquille, Antoine », a soupiré mon père, visiblement agacé par l'attitude de son fils, mais aussi par ma résistance silencieuse. « On en reparlera à la maison ?» Et on en a reparlé, bien sûr. Pendant des jours, des semaines, mes parents n'ont eu de cesse de me harceler, de me culpabiliser, de me manipuler pour que je cède à leurs exigences à celles d'Antoine. C'était un chantage émotionnel permanent, une pression insupportable. Ma mère y allait de ses larmes de crocodile, me suppliant de ne pas briser l'harmonie familiale, de penser au bonheur de son frère, de ne pas être égoïste. Mon père, lui, jouait la carte de la raison, m'expliquant qu'Antoine avait plus besoin de cet argent que moi, que c'était un investissement pour l'avenir, que je serais fière d'avoir contribué au succès de mon frère. Et Antoine, lui, se contentait de me snober, de me lancer des regards noirs, de me faire sentir comme une moins que rien, une ingrate qui osait s'opposer à sa toute-puissance. Le pire, c'étaient leurs arguments. Ils ne se contentaient pas de réclamer le tableau. Ils essayaient de me convaincre que c'était pour mon bien, que je n'en avais pas besoin, que je n'étais pas capable de l'apprécier à sa juste valeur. Ils me dévalorisaient sans cesse, rabaissant mes goûts, mes aspirations, mon intelligence. J'avais l'impression d'être transparente à leurs yeux, inexistante, réduite à un simple obstacle sur le chemin de la gloire d'Antoine. Et le tableau? Le tableau de mamie,
celui qui était censé être un témoignage d'affection, une reconnaissance de mon amour pour l'art, il était devenu l'objet de toutes les convoitises, le symbole de toutes les injustices, le nœud de toutes les tensions familiales. Je le regardais, tous les jours, dans le salon de mamie, maintenant vide et froid. Je me demandais ce qu'elle aurait pensé de tout ça. Elle qui m'aimait tant, elle qui voulait me faire plaisir, elle se doutait-elle qu'en me léguant ce tableau, elle allait déclencher une telle tempête? Au fond de moi, je savais que je ne devais pas céder. Ce tableau, c'était plus qu'un simple objet de valeur. C'était un lien avec mamie, un fragment de son âme, un symbole de son affection. C'était la seule chose qu'elle m'avait laissée. La seule chose qui me rappelait que j'avais de la valeur à ses yeux, même si le reste de ma famille semblait l'ignorer. Mais la pression était tellement forte, tellement constante, que je commençais à douter. Peut-être avait-il raison après tout? Peut-être que je devais céder, pour avoir la paix, pour retrouver un semblant d'harmonie familiale? Peut-être que mon bonheur ne valait pas la peine de se battre contre toute ma famille? Et puis un jour, je me suis souvenu d'une conversation avec mamie il y a longtemps, quand j'étais petite. On était assises dans son jardin, sous le grand chêne, à regarder les nuages passer. Je me plaignais des injustices de l'école, des moqueries des autres enfants, du favoritisme des professeurs envers les élèves populaires. Mamie m'avait écoutée avec attention, puis elle m'avait pris la main dans la sienne. « Tu sais, Sophie, m'avait-elle dit, avec sa voix douce et grave, dans la vie, il y aura toujours des gens qui essaieront de te rabaisser, de te faire croire que tu n'es pas assez bien, que tu ne mérites pas le bonheur. Mais il ne faut jamais les écouter. La seule personne qui compte, c'est toi. C'est ton cœur, ta conscience, tes valeurs. Ne laisse jamais personne te voler ta joie de vivre, ta dignité, ta liberté. Tu es unique, Sophie, et tu as le droit au bonheur, autant que n'importe qui d'autre. » Ces paroles m'étaient revenues en mémoire avec une force incroyable. C'était comme si mamie me parlait de l'au-delà, comme si elle me rappelait à l'ordre, comme si elle me donnait le courage de me battre. Elle avait raison. Je ne devais pas céder. Je ne devais pas me laisser voler mon héritage, mon tableau, ma dignité. Je devais me faire respecter enfin. Ce jour-là, j'ai pris une décision. Une décision radicale, irrévocable. J'ai appelé mes parents, je leur ai dit que je refusais de donner le tableau à Antoine. Je leur ai expliqué que c'était mon héritage, que j'y tenais, que c'était un cadeau de mamie et que personne, pas même eux, ne pourrait me le prendre. Leur réaction a été prévisible. Colère, indignation, menace, ils m'ont traité d'égoïste, d'ingrate, de fille indigne. Ils m'ont dit que j'allais le regretter, que j'allais briser notre famille, que j'allais finir seule et malheureuse. Antoine, lui, m'a envoyé des messages insultants, me traitant de tous les noms, me promettant l'enfer. J'ai écouté leurs injures, leurs reproches, leurs menaces, sans broncher. J'avais décidé de ne plus me laisser atteindre par leur venin. J'avais décidé de me protéger, de me construire une carapace, de me détacher de leur toxicité. Après cet appel téléphonique explosif, j'ai coupé les ponts, j'ai bloqué leur numéro de téléphone, j'ai supprimé leur profil des réseaux sociaux, j'ai fait le vide autour de moi. Je savais que ce serait difficile, douloureux, mais je savais aussi que c'était la seule façon de me sauver, de préserver mon équilibre, de retrouver ma liberté. J'ai gardé le tableau de mamie, bien sûr. Je l'ai emmené chez moi dans mon petit appartement d'étudiante. Je l'ai accroché au mur de mon salon, au-dessus de mon canapé. Chaque jour, je le regarde, je me perds dans ses couleurs, dans ses nuances, dans ses vagues imaginaires. Il me rappelle mamie, son amour, sa sagesse, sa force. Il me rappelle aussi ma propre force, ma capacité à me relever, à me battre pour ce qui compte vraiment pour moi. Aujourd'hui, 1 an après la mort de mamie, je me sens apaisée. La colère s'est estompée, l'amertume s'est dissipée. J'ai fait le deuil de ma famille idéale, de mes parents aimants, de mon frère bienveillant. J'ai compris que leur amour était conditionnel, intéressé, toxique. J'ai compris que je devais me construire ma propre famille, une famille de cœur, composée de personnes qui m'aiment pour ce que je suis, et non pour ce qu'elles attendent de moi. Je n'ai plus de contact avec mes parents, ni avec Antoine. Parfois, des amis communs me donnent de leurs nouvelles, en demi-teinte. Il paraît qu'ils sont toujours furieux contre moi, qu'ils me considèrent comme une traîtresse, une ingrate.
Antoine n'a toujours pas ouvert sa galerie d'art et il en veut à la terre entière. Mes parents, eux, font bonne figure en public, mais je sais qu'ils sont blessés, désorientés, qu'ils ne comprennent pas ma décision. Mais je m'en fiche. Vraiment, je ne cherche plus leur approbation, leur amour, leur reconnaissance. J'ai trouvé plus important, plus précieux, mon respect de moi-même. Je sais que j'ai fait ce qui était juste, ce qui était nécessaire pour ma survie émotionnelle. J'ai choisi ma liberté, ma dignité, mon bonheur. Et ça n'a pas de prix. Le tableau de mamie est toujours là, dans mon salon. Il est mon trésor, mon talisman, mon rappel constant que je suis digne d'être aimée, respectée, valorisée. Et que parfois la famille, ce n'est pas une question de sang, mais de choix. On choisit sa famille, celle qui nous élève, celle qui nous soutient, celle qui nous aime inconditionnellement. Et si la famille de sang nous fait souffrir, il faut avoir le courage de s'en détacher, de voler de ses propres ailes, de se construire son propre chemin, même si ça fait mal, même si ça brise des liens. Parce que parfois, pour se construire, il faut savoir se déconstruire. Et c'est ce que j'ai fait, et je ne le regrette pas.